À l'occasion du jour de la victoire célébré le 9 mai en Russie, Vladimir Poutine a lancé un message offensif aux pays occidentaux. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Hongrie, troisième et dernière étape de sa tournée européenne. Pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne envisage de sanctionner le gaz naturel liquéfié russe. Des véhicules blindés sur la place rouge à Moscou, un traditionnel défilé militaire à l'occasion de la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 27 millions de morts côté soviétique. Comme chaque année, l'événement, célébré le 9 mai en Russie, s'est tenu en présence de Vladimir Poutine, tout juste investi pour un 5e mandat. Le président russe a profité de son discours pour lancer un message aux pays occidentaux. Издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов. Это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Avec la présence de plus de 9000 soldats ainsi que des avions de combat, cette année, ce défilé militaire apparaît comme une démonstration de force de la Russie. D'autant plus qu'actuellement, le pays expose à Moscou des équipements militaires occidentaux saisis par l'armée russe en Ukraine. Une guerre qui dure depuis plus de 2 ans et qui a poussé les pays occidentaux à tourner le dos à la Russie. Mais Vladimir Poutine ne semble pas aussi isolé. Quelques chefs d'État avaient fait le déplacement pour assister à cette célébration, comme les présidents de Guinée-Bissau, du Laos, de Cuba ou encore du Bélarus. Ces dernières années, Moscou a renforcé ses liens avec d'autres alliés. Ailleurs dans le pays, cette célébration était moins faste. Certains défilés ont été annulés pour des raisons de sécurité, notamment dans la région de Koursk, près de la frontière avec l'Ukraine. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Hongrie, troisième et dernière étape de sa tournée européenne. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui a déclaré dans son discours que la Chine et la Hongrie sont de bons partenaires de confiance mutuelle. Celui-ci s'est même exprimé sur X, souhaitant la bienvenue en Hongrie au président chinois. Cette année marque le 75e anniversaire des liens entre la Chine et la Hongrie, des liens qui devraient se renforcer. La Hongrie a été le premier membre de l'Union européenne à rejoindre le programme chinois de développement, la ceinture et la route, considéré par beaucoup en Europe et en Chine comme la porte d'entrée de Pékin sur le continent européen. Une partie de ce projet verra la construction d'une ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade, financée principalement par la Chine. Mais tout le monde en Hongrie n'est pas convaincu. Európában demokráciával, minden hibájával, minden nehézségével együtt. Kínában ez nem egészen így működik. Kína egy kommunista, kapitalista, techno-hibrid birodalom, aminek nem úgy tűnik, hogy jó következményei vagy jó jövője lesz. Nem szeretnénk azt, hogyha Magyarországra exportálnák ezeket az elképzeléseket, amiket Kínában gyakorolnak. De son côté, Bruxelles préconise des mesures protectionnistes pour limiter les ambitions économiques de la Chine en Europe. La Commission européenne a ouvert une enquête sur les subventions chinoises accordées aux véhicules électriques et aux panneaux solaires qu'elle accuse de fausser la concurrence. There are a lot of debates about the value of Chinese investment within Hungary. For the electric vehicle and battery factories, it is said that currently they can only run on imported energy and imported workforce. They put a strain on Hungarian water supply and the environment, and they have a low added value. About the infrastructure projects, we know only a few details. We can take the example of the Budapest-Belgrade cargo train line that evades all major Hungarian cities. It is built by Hungary from Chinese credit, and it is said to cost 4 times more than usual for these kind of projects. And also the estimates for the return on investment are very bad. It is said that the investment will pay for itself in more than 100 years. But this is the past, so we have to look at the future, and we'll see what the two leaders would announce today. Gábor Tanács,
for Euronews in Budapest. Pour la première fois, sanctionner le gaz russe est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Mais le périmètre des mesures sera limité. Les États pourront continuer à acheter du gaz naturel liquéfié, mais ils ne pourront pas le réexporter après l'avoir transformé. Après le charbon et le pétrole, le gaz est la prochaine étape majeure des sanctions européennes. L'impact d'une telle décision sur l'économie de l'Union a longtemps entravé cette initiative. Les 27 semblent avoir attendu les bonnes conditions pour envisager cette mesure. Selon certains experts, le choc des prix semble désormais assez faible et contenu. With the storage basically at a very safe place and with new suppliers and new contracts, the EU feels like it can start sanctioning Russian gas. I think the rationale behind all the sanctions so far has been we want to make damage to Russia more than to ourselves. And that's why natural gas was never sanctioned before. L'Union est parvenue à réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe transporté par gazoduc. Les importations sont passées de 40% en 2021 à 8% l'année dernière. En revanche, le commerce du gaz naturel liquéfié a lui progressé. La réexportation, également connue sous le nom de transbordement, reste un élément important de ce marché. Russia makes about 8 to 9 billion a year in LNG exports to the EU. I think in 2023 it was 8 billion euros. And transshipment is still a quite considerable chunk of that. It's 10 to 15% of overall exports of the Yamal LNG terminal. So it has the potential to affect these companies. Les discussions sur un 14e paquet de sanctions contre Moscou ont débuté mercredi au niveau des 27 ambassadeurs. L'objectif est d'approuver ce projet avant que la Hongrie n'occupe la présidence semestrielle du Conseil de l'Union au 1er juillet. Budapest s'est opposé au train de mesures précédent. C'est sous des applaudissements et des acclamations que le navire Ship to Gaza a fait son entrée dans le port suédois de Malmö mercredi. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues au port pour voir le navire en provenance de Norvège. Le bateau, dont la destination finale est l'enclave palestinienne, fait escale dans plusieurs villes européennes afin de sensibiliser le public à la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les membres de l'ONG affirment également vouloir briser le blocus maritime israélien. Les mobilisations d'étudiants en soutien à Gaza gagnent de nombreux pays, comme ici aux Pays-Bas. Depuis lundi, plusieurs bâtiments du campus de l'Université d'Amsterdam ont été bloqués. Les étudiants manifestent pour que l'institution rompe tout lien avec Israël en raison de son offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Mardi, à la suite de l'offensive israélienne à Rafah, les manifestants ont commencé à construire des barricades, ce qui a donné lieu à des affrontements entre policiers et manifestants pro-palestiniens. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. À l'occasion de la Journée de l'Europe, les États membres de l'Union européenne célèbrent sa création tout en se préparant aux élections européennes de 2024 qui auront lieu dans moins d'un mois. Les citoyens ont été invités à se rendre dans les institutions de l'Union européenne pour célébrer l'événement, les parlements européens de Bruxelles, Strasbourg et du Luxembourg ayant ouvert leurs portes au public. Devant le Parlement de Bruxelles, Carlo, électeur allemand de 18 ans, insiste sur l'importance de voter pour les jeunes. Mir ist es wichtig, dass ich wählen kann, weil wir sind ja, also die jungen Leute, ich und meine Generation sind ja immerhin die Zukunft Europas und dann zählt unsere Meinung ja für das, was in der Zukunft passieren soll. L'Union se prépare à l'une des élections les plus importantes de l'histoire, marquée par la guerre en Ukraine, les urgences climatiques et les questions fondamentales de l'institution elle-même. Pour Nicola Procaccini, député européen italien, les prochaines élections pourraient redistribuer les cartes. What I would like to see, obviously, something new, something different, a new balance
in the parliament because for now is too on the left. So I would like to see this balance moving to the right, and I think this is possible because if I look at the polls all over Europe, more or less I can see always the same scenario. The center-right movements are going forward. Pour le député libéral sortant, Guy Verhofstadt, le résultat des urnes sera déterminant pour l'avenir de l'Union. I think it will be an existential fight against those who want less Europe, and then those political forces who understand that in the world of tomorrow you need a far more integrated European Union to defend the interests of the Europeans in this new brutal world of tomorrow. La flamme olympique est arrivée de Grèce dans la ville de Marseille à bord du Belém, un voilier du 19e siècle. Le nageur olympique français Florent Manodou est devenu le premier porteur de la flamme en France. Le navire est entré dans le vieux port de Marseille accompagné de l'hymne national français et d'un survol de l'armée de l'air. Le relais de la flamme olympique a débuté ce jeudi matin à Marseille, à l'emblématique basilique Notre-Dame de la Garde.